Alors, il est temps de présenter le programme du jour. L'éducation dite nationale devient de plus en plus antinationale. Il y a un nouveau pas de franchi dans l'islamisation de la France, avec l'ouverture en primaire de l'enseignement de l'arabe. D'autre part, Madame Belkacem déclare la guerre aux écoles hors contrat par trop politiquement incorrectes à ses yeux. Nous parlerons de tout cela avec Claude Meunier-Berthelot, ancien professeur, et Christine Tazin, présidente de Résistance républicaine. Toutes les deux sont d'anciens professeurs et donc une longue pratique de l'éducation dite nationale. Suivra le rendez-vous tant attendu avec le marquis et sa chronique, pas de fausse modestie, cher Jean-Paul, et sa chronique très, très appréciée. En seconde partie de ce libre journal de votre serviteur Gérard Marin, Tugdual Derville, sociologue et ancien porte-parole de la Manif pour tous, évoquera la grande question de notre temps, l'avenir de l'homme. Ça n'est pas rien. Quel est l'avenir de l'homme? Et il traite ce sujet extrêmement important dans un ouvrage majeur qui s'intitule précisément « Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine ». Et nous terminerons l'émission avec un jeune Martiniquais, Lionel de Marcy, auteur d'un livre qui lui aussi donne beaucoup à réfléchir, « Ma vie en noir et blanc ». Voilà, eh bien je crois que je vais vous infliger tout de suite ma chronique qui n'est pas très très gentille. Un Français parle au Français. Les crues dévastatrices, les scandaleux blocages de la CGT communiste, que nous finançons, vous le savez, les insupportables grèves à répétition, les manifestations récurrentes contre la loi El Khomri, assorties d'émeutes violentes et destructrices, tout cela n'avait sans doute pas suffi à pourrir la vie des honnêtes gens, à faire de l'existence quotidienne de ceux qui travaillent une galère sans précédent. Voilà qu'entre l'horrible tuerie d'Orlando, aux États-Unis, et celle d'hier, à Istanbul, un autre fidèle de la religion d'amour, de tolérance et de paix, un garçon si gentil, bien sûr, et bon musulman, a frappé de nouveau en France, affichant clairement, comme son coreligionnaire américain, sa volonté de massacrer les mécréants que nous sommes tous, en assassinant chez eux, sous les yeux de leurs gamins de 3 ans, 2 de ces courageux policiers qui nous protègent, en dépit des faiblesses pro-islam d'un État bien trop laxiste. Car on nous annonce froidement que 3600 djihadistes prétendument français, et selon la formule consacrée connue des services de police, sont actuellement chez nous, prêts à commettre des actes aussi héroïques au nom d'Allah, le Dieu très miséricordieux. L'autre religion montante, celle du foot, véritable opium du peuple, allait-elle du moins nous faire oublier un temps une actualité aussi sombre? Ratée. Le grand festival européen de balle aux pieds ne fait qu'ajouter ses délires et ses furies à la chienlit générale. Parmi les supporters hystériques des stades et des fan zones, quel sabir, gardés par des milliers de policiers qui seraient plus utiles entre nous à traquer les terroristes, se recrutent de nouveaux fouteurs de troubles, rivalisant de folie agressive avec les casseurs gauchistes à l'œuvre depuis 3 mois, Black Bloc, Antifa, altermondialistes, etc., etc. Ces sauvages, français et hooligans étrangers, achèveront, à Marseille comme à Paris et ailleurs, de donner de la France une image désastreuse, gravement préjudiciable au tourisme. Dans la capitale, nos visiteurs fuyaient déjà la place de la République, ravagés par les anarchistes de Nuit debout. Que pense-t-il aujourd'hui du Champ de Mars, devenu, avec l'euro, un champ de foire de zombies au milieu d'embouteillages monstres? Cela dit, chacun est libre d'aimer ou non le ballon rond, de vibrer ou non pour un sport et une compétition que le fric et les scandales ont hélas bien sali. Personnellement, si je suis aussi allergique au bleu qu'au rouge, c'est parce que ces gaillards, aux monstrueux égos, au patriotisme zéro,
au racisme sous-jacent, aux salaires exorbitants, bien plus élevés que ceux des grands patrons qui scandalisent le bon peuple, cette équipe, plus colorée que tricolore, ne représente guère mieux la France à mes yeux, malgré ses pieds ailés, il faut le reconnaître, que notre gouvernement de bras cassés. Et je reste pantois devant l'idolâtrie délirante suscitée par ces tapeurs de ballons, idolâtrie qui a pitoyablement succédé à l'admiration légitime due aux grands savants, aux grands artistes ou aux écrivains de génie. Où est passé l'esprit sportif? Que reste-t-il de la fête attendue quand les matchs dits à risque se succèdent, quand les affrontements ravageurs entre débiles en transe, ivres de bière et de shit, traduisent non plus la passion, mais le fanatisme? Cette célébration barbare du dieu foot, du dieu fou, est un signe de plus de notre décadence. Il y a un mois à Verdun, pour la commémoration de la terrible bataille, c'était la cavalcade sacrilège de milliers de jeunes Français et Allemands à travers les tombes piétinées de leurs aïeux morts au combat. Ce mois-ci, c'était le scandaleux et coûteux acte de vandalisme commis par des voyous cégétistes contre l'hôpital Necker. Dans cette Hollandie où les casseurs font la loi, on ne respecte même pas les enfants malades. Notre société est décidément très, très malade. Encore plus malade que l'Union européenne désunie après cet heureux Brexit. Au fait, à quand le Frexit libérateur? Merci de m'avoir écouté, chers amis auditeurs de Radio. Gérard, une toute petite précision. Vous vous souvenez, comme moi, de François Brignot et de Serge de Beketch. Leur seul sujet de discorde, c'est que Brignot était un fou de football et Beketch détestait le football. Ah bon. Ah, ça, je ne savais pas. Brignot était un fou de foot. Bah, enfin, oui, pas un fou comme cela, c'était un vrai sportif. Non, je l'ai dit, on est libre de, fait d'aimer le foot, mais maintenant... Le dieu foot, c'est le dieu pied. Ouais. Oui. Exactement. Mais ce qui m'épouvante quand même, c'est comme je l'ai dit, ce sont ces supporters hystériques. Oui, non, c'est plus de la passion, non, là, ça va au-delà, quoi. Il n'y a rien à dire. Comme on dit vulgairement, ceux-là aussi pètent les plombs. Bien sûr, sur les hippodromes, ils gueulent quand leur cheval arrive, mais en fait, ils se tiennent quand même mieux. Quand même mieux, il y a une autre classe. Voilà. Bon, il est temps de plonger dans notre sujet. Donc, Madame Najat Belkacem vient de porter de nouveaux coups à l'école française, à celle qui est chargée d'instruire, d'éduquer, disons, nos petits concitoyens. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, les deux mesures qui inquiètent légitimement les Français et les parents d'élèves en particulier, Madame Meunier-Berthelot? Écoutez, déjà, moi, je voudrais resituer l'ensemble du problème, parce que le fait de porter atteinte à la liberté d'ouverture des écoles et à la liberté scolaire dépasse largement le cadre de la liberté ou non d'enseigner comme on l'entend. En réalité, si vous voulez, cette atteinte qui est portée à l'enseignement libre est destinée à empêcher que la France crée une élite avec les siens. Vous parlez là de la guerre déclarée aux écoles hors contrat. Voilà, de la guerre déclarée aux écoles hors contrat. Parce que ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que vous avez en fait 3 pôles dans le système éducatif. Vous avez le pôle éducation nationale, qui est en voie d'extinction au niveau de l'instruction. C'est-à-dire que la refondation actuelle de l'école n'est pas une restauration du système éducatif, c'est la disparition de l'institution scolaire. Ça, il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête, du primaire à l'université incluse, par le fait que les cours sont remplacés par des activités au cours desquelles les élèves construisent leur savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission de savoir. Vous nous aviez longuement expliqué. Voilà, justement. Alors, donc, si vous voulez, on n'est plus du tout dans un cadre d'école. Et on va le préciser d'ailleurs tout à l'heure, je vais y revenir. Donc d'une part, on a ce pôle éducation nationale où vont 90% de nos enfants. D'un autre côté, vous avez l'éducation dite prioritaire,
qui est faite en faveur des enfants essentiellement issus de l'immigration dans les banlieues. Et dans ces zones, ces zones d'éducation prioritaire qui sont maintenant appelées des réseaux d'éducation prioritaire, dans ces réseaux d'éducation prioritaire, vous avez une refondation qui est spécifique et qui n'a rien à voir avec la refondation de l'école pour nos enfants. Alors c'est un sujet d'ailleurs que vous avez traité dans un livre pour lequel je vous avais reçu, qui s'intitule « C'est l'identité française qu'on assassine ». Il faut le lire aux éditions des Trianon. Voilà. Oui, je vous remercie de le rappeler. Il faut lire ce livre parce qu'effectivement, ça permet de bien prendre conscience de la gravité, de l'extrême gravité de la situation. Donc, on a effectivement, et ça n'est pas marginal, si vous voulez, cette refondation de l'éducation prioritaire, elle est réellement basée sur une transmission de savoir. Je lis, par exemple, dans le référentiel de l'éducation prioritaire, par rapport à la refondation de l'école pour nos enfants, il est bien dit, lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines, enseignement structuré de la langue, les savoirs enseignés doivent doter les élèves d'une culture qui leur donne des références indispensables pour situer les savoirs, la pédagogie est axée sur la maîtrise d'un savoir enseigné, vérification régulière et compréhensible de tous les élèves, évaluation des élèves, objectifs exigeants, etc. Et puis en parallèle, nous avons effectivement la refondation de l'école pour nos enfants, où on dit, article 3, la mission première à l'école, c'est de faire partager les valeurs de la République. Et voilà. Alors, donc, si vous voulez, et article 8, à l'acquisition de connaissances et instruments du savoir, substituer l'objectif de sens moral et critique, et les programmes définissent des compétences attendues. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le cadre d'une école. Alors, on a d'une part 90% de nos enfants qui vont dans l'éducation nationale où l'école est détruite. Vous avez effectivement ces réseaux d'éducation prioritaire qui sont 1100 sur le territoire national et qui scolarisent 2 millions d'enfants. C'est-à-dire plus de 15% de la population scolaire. Alors que dans les écoles hors contrat, vous avez 0,5% de la population scolaire. Vous voyez les déséquilibres qui existent. Et dans le cadre de l'éducation prioritaire, si vous voulez, vous avez un enseignement de qualité, vous avez du personnel spécialement formé, vous avez un accompagnement personnalisé, des fonds sociaux phénoménaux qui sont utilisés. Je le dis dans mon livre, si vous voulez, il faut absolument le lire. Pour bien comprendre, si vous voulez, qu'il faut réagir. On pourra pas rester dans ses chaussons, hein. Ça, c'est absolument pas possible. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment une école d'excellence qui est créée, qui fonctionne. Hein, déjà depuis une quinzaine d'années, vous avez eu une politique d'éducation prioritaire qui a concerné déjà un nombre important de jeunes, mais maintenant c'est une généralisation pour les enfants issus d'immigration. Cette refondation de les prioritaires leur est spécifique. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, vous avez une atteinte aux écoles hors contrat, dites hors contrat, c'est-à-dire à l'enseignement libre, où effectivement les programmes étaient libres, les manuels utilisés étaient ceux qui étaient voulus par les chefs d'établissement, et donc ces établissements apporte un enseignement de qualité et était donc je dirais un peu d'oxygène à notre système et nous donnait beaucoup d'espoir. Et c'est très important de pouvoir remettre précisément, entre autres, l'histoire à l'endroit, alors que les programmes officiels laisser règlement à désirer. Ils sont, alors déjà, si vous voulez, avant même que Madame Belkacem porte un texte à ces écoles hors contrat, je pense déjà, si vous voulez, que les gens devraient réagir, parce que ces écoles hors contrat, la plupart du temps, vivent assez pauvrement, il faut le dire, si vous voulez, souvent, à la fois côté parents, côté établissement, professeurs, etc. Parce qu'il n'y a absolument aucune aide, et alors que l'éducation prioritaire est complètement abreuvée avec notre argent, des milliards et des milliards sont dépensés pour ces enfants-là. Et beaucoup de parents modestes font des sacrifices très très lourds pour que leurs enfants justement soient correctement instruits et qu'on ne leur bourre pas le crâne comme on le fait trop souvent. Alors effectivement, si vous voulez, on pourrait. Alors donc aujourd'hui, Madame Belkacem souhaite effectivement porter atteinte à la liberté de cet enseignement de deux façons. D'une part, en essayant de réduire le nombre d'élèves d'établissements qui se créent, en remplaçant la procédure de déclaration par une procédure d'autorisation.
Alors d'autorisation, effectivement, ce qui permet quand même De dire non. de dire non, exactement. Alors avec des délais de 4 mois, donc on trouvera toujours une raison quand le projet ne plaira pas pour dire qu'il manque un papier, vous savez, il manque un justificatif, etc. Donc effectivement, donc on va compliquer effectivement cette ouverture. Et puis c'est ce que souligne d'ailleurs Anne Coffinier dans un de ses écrits. Madame Belkacem prétend que on n'ajoute pas aux conditions, mais ce qu'elle dit est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'une fois que cette procédure d'autorisation sera acquise, bien après ils pourront ajouter des conditions, si vous voulez, qui n'existaient pas dans le texte de départ. Et puis avec, à mon avis, c'est ça surtout le point important, un droit de regard et certainement de censure sur les programmes. Alors, ça c'est le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est effectivement donc ils veulent effectivement que les écoles, leur contrat, calquent leur contenu sur celui de l'école publique. Oui, alors c'est leur ôter absolument tout intérêt. Si c'est pour en faire absolument des copies conformes des écoles officielles, il n'y a plus de raison d'avoir des écoles hors contrat. Oui, mais d'ailleurs, justement, si vous voulez, il faut bien réaliser la différence d'objectif entre les deux. Et on le remarque très bien à travers les formulations qui sont utilisées. En réalité, dans une école, si vous voulez, une école qui fonctionne bien, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on veut atteindre tel objectif. Mais à la limite, peu importe les moyens. L'essentiel, c'est qu'on ait atteint l'objectif. Tandis que dans leur système à eux, qui n'est plus un système scolaire, il y a une obligation de moyens, mais sans obligation de résultat. Forcément, il ne peut pas y avoir d'obligation de résultat, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas, effectivement, de cours, il n'y a pas de transmission de savoir. D'ailleurs, à plusieurs reprises, si vous voulez, ils disent bien... les différentes inspections ont permis d'identifier de vraies failles pédagogiques. C'est moins compliqué. Faut le faire, si vous voulez, de dire qu'il y a eu des vraies failles pédagogiques dans les écoles hors contrat quand on sait, voilà. Mais en plus de ça, si vous voulez, elle dit à plusieurs reprises, dans les contrôles, il ne faut pas y voir une obligation de résultat. Parce qu'effectivement, si vous voulez, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes, mais ils ne s'occupent pas de savoir les résultats qui sont obtenus, puisqu'effectivement, les résultats, on voit pas très bien quels sont-ils. Il n'y en a pas, si vous voulez. C'est un système, c'est une garderie, en fin de compte. Voilà. C'est une garderie, c'est un lieu de vie. Et donc, d'ailleurs, il y a eu des inspections qui se sont faites peu de temps avant la conférence de presse du 9 juin de Madame Belkacem. Il y a eu des dizaines d'établissements hors contrat qui ont été inspectés par des brigades d'inspecteurs, 10 inspecteurs qui sont arrivés dans des petites unités. Les écoles hors contrat, elles sont toutes petites. Oui. Et, enfin, toutes petites, elles sont quand même pas, la plupart, voilà. Et ils sont arrivés, et alors, ils se sont comportés d'une façon absolument honteuse. Ils n'ont d'abord pas regardé du tout le sérieux d'enseignement dispensé dans les disciplines fondamentales. Ils ont d'abord fouillé dans les casiers des élèves, sans demander rien à personne. Ils les ont photographiés. Ils ont photographié les contenus, ils ont pris les élèves à part, ils leur ont demandé si le directeur ou le professeur disait vrai sur tel ou tel sujet. Ils ont regardé les manuels qu'ils utilisaient, mais en SVT évidemment, et en éducation morale. Évidemment, aussi, voyez, et civique, voilà. Oui, donc, mais dans les matières fondamentales, ça ne les a pas intéressés. Si vous voulez, le résultat, ils s'en fichent complètement. C'est pas leur problème, si vous voulez. Leur problème à eux, si vous voulez, c'est que ces écoles hors contrat n'existent plus dans leur essence même, si vous voulez. C'est-à-dire empêcher que il y ait une école pour nos enfants, alors qu'on développe une école d'excellence pour les élèves issus de l'immigration. Et donc on accompagne vraiment le changement de population, si vous voulez, et on veut que ces enfants-là, que tous ces jeunes-là soient une élite. Parce que vous savez, il y a 1100 réseaux d'éducation prioritaire et il y a 2 millions d'enfants. C'est énorme. Enfin, le but est évident. C'est l'État veut s'attribuer l'exclusivité. Mais parce qu'il veut empêcher. Mais voilà. Oui, mais
Oui, mais l'objectif, si vous voulez, il faut aller plus loin que ça. En fait, l'objectif, c'est réellement d'empêcher que la France crée, avec ces Français, je dirais, de souche, crée sa propre élite. Oui, elle souhaite, le gouvernement souhaite effectivement que demain, ce soit les enfants issus d'immigration qui soient l'élite de la nation et que nos enfants soient là-bas. D'ailleurs, on voit déjà, si vous voulez, dans la société, un petit peu une modification. Hein. On voit qu'ils placent ces gens-là un petit peu partout et donc ça va s'amplifier forcément, si vous voulez. Donc il faudrait arrêter. Déjà, non seulement il faudrait lutter pour empêcher cette dérive au niveau des écoles hors contrat, mais il faudrait aussi empêcher que cette politique d'éducation prioritaire s'arrête, parce que c'est quand même avec notre argent que l'on est en train de créer une élite étrangère à notre culture. Alors donc, moi je sais pas. C'est le mot. Ça. C'est le mot, une élite étrangère. Mais donc, je le répète, hein, c'est une atteinte très, très, très grave. Ah, c'est gravissime. À la liberté, quoi. Là, on a affaire à un État totalitaire. Oui. C'est l'État qui est chargé de l'instruction des enfants, de l'instruction et de l'éducation, entre guillemets, hein, avec ce que ça sous-entend de bourrage de crâne, de mensonges sur l'histoire, sur etc., etc. Ah oui. Alors que les parents qui font le sacrifice de mettre leurs enfants dans les écoles hors contrat, c'est pour qu'on leur enseigne. Oui, mais en plus de ça, si vous voulez, on va les abîmer la également. Vérité, et non pas des. D'une part, on ne leur transmet pas de culture, mais en plus de ça, si vous voulez, on va les abîmer avec les théories égalitaires, si vous voulez, la théorie du genre, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme, etc. On va voir effectivement toutes ces théories-là se développer dans les différentes activités qui sont proposées. Et puis, on voit très nettement aussi que pour nos enfants, on introduit progressivement l'enseignement de l'arabe, si vous voulez. Alors, justement, on va en parler avec Christine Cazin. Voilà, et donc donc effectivement, dès le CP, il doit y avoir un choix de langue, dont l'arabe, effectivement. Mais après, si vous voulez, tout au cours de la scolarité, vous allez avoir l'arabe qui va être incorporé dans ce qu'ils appellent les épis, c'est-à-dire dans les activités, en fin de compte, si vous voulez, voyez. Alors donc, on essaie vraiment. Et alors, ce qui ressort aussi très clairement, c'est que si vous voulez, vous avez deux langues qui sont prioritaires, c'est-à-dire l'arabe et l'anglais, et le français, si vous voulez, il passe un petit peu et alors derrière. On veut très tôt apprendre à des gamins qui ne maîtrisent pas leur langue, qui ne maîtrisent pas le français, on va essayer à la limite, on veut leur faire même pas apprendre le français. Hein. Disent que c'est une erreur. Mais bien sûr, pour c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. C'est une faute grave. Alors, je voudrais juste ajouter sur le problème des écoles libres qui sont attaquées. On n'a pas relevé, je crois, la perversité du ministre Belkacem, qui, dans son argumentation, dit c'est pour lutter contre la radicalisation, oui. C'est pour lutter justement, en gros, contre les écoles musulmanes. Or, ça c'est quand même, c'est ce qu'elle a dit, hein. C'était très clair. Or, depuis des années, ces gens-là subventionnent les écoles coraniques, où on enseigne le Coran, où on enseigne l'islam, où on forme des petits djihadistes, en subventionnant des mosquées, puisque dans toute mosquée, vous avez les écoles coraniques. Exactement. Hein. Et on nous fait croire que on va s'attaquer aux écoles libres sous ce prétexte-là, qui est un prétexte complètement faux, forcément. Voilà. Hein. Donc il y a déjà quelque chose qui est vraiment gravissime. Oui, c'est le prétexte de la radicalisation, et c'est vrai, vous avez raison, Christine Cazin, de soulever cette question. D'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen a posé une question écrite au ministre, je peux peut-être le dire. Les mesures envisagées ne juguleront pas la radicalisation constatée dans certaines écoles hors contrat de confession musulmane. La liberté de choix est une des composantes de la liberté individuelle. Par une décision du 23 novembre 1977, le Conseil constitutionnel avait même reconnu valeur constitutionnelle à la liberté d'enseignement. C'est pourquoi, au regard de l'importance fondamentale d'une réforme bouleversant l'organisation de l'enseignement français, elle sollicite le gouvernement pour savoir s'il entreprend de suspendre son projet de légiférer par ordonnance au bénéfice d'un grand débat au sein de la représentation nationale. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième, les écoles libres, en conformité avec la loi, devant être épargnées. Elle lui demande de publier les établissements ciblés pour radicalisation islamiste et souhaite connaître les raisons pour lesquelles ils ne sont pas fermés,
bien qu'il contrevienne à l'article L227-17 du Code pénal. En outre, elle lui demande quels moyens sont envisagés pour empêcher les financements étrangers servant à l'implantation d'écoles hors contrat constitutives de dérives sectaires. Tout à fait ça. Donc ça, c'est la question de Marion Maréchal-Le Pen. Voilà. Et donc effectivement, vous avez, c'est ce que souligne également Anne Coffinier, c'est que de toute façon les mesures qui sont prises ne sont en rien efficaces contre la radicalisation. Et puis ceux qui se sont radicalisés ne sortent ni de l'enseignement, ne sortent pas des écoles hors contrat de confession catholique ou non, mais ils sortent tous de l'enseignement public, de l'éducation nationale, ou bien des écoles des mosquées, de toute façon. Oui, la question est simple. Oui, mais enfin, en plus de ça, si vous voulez, vous avez... Ils sortent de la mosquée et ils sortent d'un enseignement de l'arabe, puisque... Et on revient à notre sujet du début, puisque l'arabe, c'est la langue de l'islam, c'est la langue du Coran. Et donc cet enseignement de l'arabe pose question pour deux raisons. La première, c'est ce qu'est l'arabe, ça n'est pas une langue comme les autres et c'est important de le savoir. Et la deuxième chose, c'est la question du communautarisme qui est lié. Et à travers le communautarisme, forcément, l'intégration, l'assimilation qui disparaît. Au contraire, puisqu'on va enfermer les enfants d'immigrés qui devraient être effectivement poussés à s'ouvrir, à découvrir. Et là, il y a un retour vers leur culture d'origine. Voilà, c'est ça. Donc je termine. Donc, la première question, c'est effectivement... Les banlieues sont islamisées, ce n'est pas nous qui le disons, même le gouvernement le reconnaît. L'encourage. L'islamisation et l'arabisation sont entièrement liées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas islamiser sans le Coran, et le Coran, c'est l'arabe. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et quand Belkacem nous dit qu'on va faire venir des enseignants étrangers, il faut savoir que les enseignants étrangers qui enseignent l'arabe, par exemple au Maroc, ce sont des enseignants qui viennent d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire des enseignants, non pas des enseignants au sens français laïque, mais des religieux. Ce sont des imams, ce sont des gens qui n'enseignent l'arabe que pour enseigner le Coran et inversement. On a avec l'arabe ce qu'on avait à l'époque d'Homère, à l'époque des Grecs anciens, c'est-à-dire que pour enseigner à lire et à écrire aux enfants, on utilisait Homère. On leur faisait lire, écrire, répéter Homère. Pour l'arabe, c'est la même chose. On fait lire, écrire, répéter le Coran, les hadiths de Mahomet. Il n'y a pas d'autre enseignement possible. Et tous les manuels, quand il en existe, c'est dans ce sens-là. Et ça, il faut le savoir. On ne peut pas les séparer. Donc, c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer. C'est quelque chose de fondamental. Et ça, personne ne le dit, personne ne le dénonce. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais oui, on ne le sait pas. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que la langue arabe n'est pas la langue qui est parlée par nos descendants d'immigrés. Parce que l'arabe dialectal algérien n'est pas l'arabe dialectal marocain, n'est pas l'arabe dialectal tunisien, etc. Et donc, si vous voulez, l'arabe, c'est la langue, c'est un petit peu comme si on avait le latin ou la langue de François Villon. Et c'est encore moins l'arabe littéraire. Si, il y a un rapport avec l'arabe littéraire qui va être utilisé dans les réunions en Arabie Saoudite, etc. Ou dans les réunions de... la conférence dans les 57 pays. C'est comme le chinois, le mandarin, quoi. Voilà, si vous voulez. Donc, mais ça n'est pas du tout la langue qui est parlée dans la rue. Bien sûr. On ne parle pas l'arabe dans la rue. On ne parle pas l'arabe dans la famille. On ne parle pas l'arabe dans les amis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut enseigner et pourquoi faire ? D'accord ? C'est quand même quelque chose de très très important. On va enseigner une culture. Non mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ça n'est pas une langue comme les autres, ça n'a rien à voir. Donc cette question de l'arabe va en fait servir à défranciser encore plus les petits descendants d'immigrés, les petits forcément, à qui, au lieu de leur dire « ouvrez-vous, regardez, vous êtes en France et on va découvrir », on va leur dire « vous êtes descendants d'immigrés, vous allez
vous inscrire. On les enferme dans leur culture. Vous allez être inscrit au cours d'arabe dès le primaire. Or, on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour que tous les enfants dans le primaire choisissent les langues qu'ils veulent. Actuellement, la règle dans les écoles publiques, c'est que la plupart du temps, c'est l'anglais, voire l'allemand, selon la demande. C'est rare d'avoir les deux parce qu'on n'a pas nécessairement les moyens financiers. Dans les banlieues, la demande va être majoritairement pour l'arabe. Donc, ça veut dire que les pauvres petits Français d'origine qui restent encore dans les banlieues vont devoir suivre eux aussi les cours d'arabe. C'est-à-dire que avec l'islamisation des petits Français et de la France, vous avez l'arabisation de nos petits Français. Le grand remplacement. Exactement. Le grand remplacement dans toute sa splendeur. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite, puisqu'il est bien dit que l'enseignement des langues vivantes étrangères est garant du plurilinguisme et de la diversité culturelle sur notre territoire. Donc c'est vraiment voulu. C'est pas du tout quelque chose qui est... En fait, la diversité culturelle, c'est l'assassinat du français et de la culture française. Ils disent notamment justement développer, diversifier, rationaliser l'offre linguistique proposée aux élèves, et ils mettent les REP, les réseaux d'éducation prioritaire et REP+, constituent une cible prioritaire pour les développements d'une offre linguistique diversifiée. Voilà, c'est ça. Donc, et le fait intolérable, c'est que l'entrée donc dans le primaire de l'enseignement de l'arabe décidée par Madame Belkacem, marocaine, parce que pour le roi du Maroc, par exemple, entre autres, elle n'est pas française du tout, elle est marocaine. Il n'y a pas de double nationalité, elle est marocaine. Au moment du roi du Maroc. Elle a démissionné, avant. Oui. Ah bon, c'est terminé. Mais au moment où le Maroc réintroduit le français et recule sur l'arabisation, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Maroc se rend compte que l'arabe, parce que c'est la langue de Mahomet, qui a été retravaillée de façon un peu artificielle, mais peu importe. On sait que l'arabe ne peut pas fonctionner pour le monde contemporain. C'est-à-dire que dans les matières scientifiques, l'arabe est incapable à traduire les notions, d'où le développement de l'anglais dans les pays musulmans notamment, toutes les disciplines scientifiques quand il y en a. Et donc, que fait le Maroc? C'est rétropédalage. Il faut absolument maintenant enseigner en français les matières scientifiques. Sinon, on est perdu. Et en France, on est en train d'arabiser nos petits enfants qui vont utiliser l'arabe encore plus qu'ils ne le font, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre une langue étrangère. Là, c'est pas la langue de chez eux, c'est pas les langues et cultures d'origine, parce que c'est le discours de Belkacem. Alors qu'il ne maîtrise pas. Elle a donné cette explication en disant il y avait des obligations de proposer des langues et cultures d'origine, des cours, etc. Maintenant, ça n'a plus de sens puisque ces gens-là ne vont pas retourner ailleurs. Elle le dit clairement. Elle dit ils sont là et ils font leur vie. Donc maintenant, ça devient une langue étrangère comme les autres. Alors que tous ces gamins ne maîtrisent pas la langue de leur pays d'adoption. Et en plus, ça n'est pas la langue de leur pays, parce que l'arabe qu'on leur impose, qu'on leur apprend, ça n'est pas l'arabe dialectal de leur famille, de leurs amis, de leur pays d'origine. C'est quand même important. Oui, mais c'est toute une culture, effectivement. Voilà, c'est un remplacement culturel, parce que notamment, il est prévu des activités, notamment organisées par l'Institut du monde arabe, dans lesquelles on va effectivement faire des activités où on va leur présenter la littérature, l'architecture, le commerce, exactement. C'est des activités associatives, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est en train de se généraliser à l'éducation nationale dans toutes les matières. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est en train d'imprimer une culture arabisante, alors qu'il n'est absolument pas prévu des activités comme ça sur la culture française. Il faut aussi, le troisième point quand même sur l'arabe, c'est que c'est quand même, il ne faut jamais l'oublier, c'est une langue de prosélytisme et de conquête. Ça n'est pas une langue neutre. L'arabe, c'est une langue utilisée pour enseigner aux prosélytes à conquérir le monde. Et quand on nous parle d'une langue étrangère, quand on nous dit, on parle l'anglais. Anglais, c'est la langue des Américains, c'est la langue des Anglais, le français, etc. Napoléon disait, c'est la langue des boutiquiers. L'arabe, il n'y a pas une nation arabe.
il y a la Oumma. Je suis désolée, c'est une sacrée différence. Il y a la Oumma, une communauté universelle qui est rassemblée non pas par la langue, mais par le Coran, mais par une pseudo-religion ou plutôt un système totalitaire. Et on voudrait nous faire croire que c'est l'arabe qui les rassemble, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, même les Iraniens ont réussi, eux, à échapper à l'arabisation parce qu'ils se sont battus pour conserver le perse. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Partout ailleurs, en Mauritanie par exemple, il y a une lutte intense parce que vous avez d'abord une campagne d'arabisation qui va avec l'islamisation, mais en plus un racisme anti-noir, anti-minorité, etc. Et c'est ce qui nous attend, ça va avec, c'est-à-dire que on impose et on développe l'arabe pour imposer et développer une culture, un mode de vie, un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Donc c'est un obstacle supplémentaire à l'assimilation. Ouais. Mais attendez, ils veulent pas, en fin de compte, c'est pas ça, c'est même pas l'assimilation. En fin de compte, c'est qu'ils veulent nous imposer finalement leur culture, c'est ça. Parce que nous, les activités qui sont proposées, par exemple par l'Institut du monde arabe, il n'y a pas du tout l'équivalent dans un autre organisme où on va apprendre aux enfants la littérature, l'histoire, la géographie de leur pays et de leur ça va être joyeux quand le thé à la menthe aura remplacé le Ricard. Mais mon Dieu, mais quelle horreur. Tout n'est pas ça. Pierre Marty, ne parlez pas de malheur. Non, mais il faut quand même se battre pour dire que l'arabe a sa place en France en université, comme le japonais, comme le chinois, ou langues orientales, si tant est, pour les gens qui voudraient faire une carrière internationale, aller faire des affaires en Arabie Saoudite ou je ne sais où, enfin quand ils auront bientôt plus de pétrole à ce train-là, on verra. Mais bon, peu importe. Mais l'arabe n'a rien à faire dans nos écoles parce qu'on est face à des enfants. Et là, on est effectivement dans abus de pouvoir, dans un abus de pouvoir considérable. C'est-à-dire que d'un côté, on empêche les nôtres d'avoir accès à leur propre culture, à leur propre patrimoine, puisque les cours d'histoire, les héros, la littérature disparaissent très très vite. Et de l'autre, on remplace par quelque chose qui n'est que le vide, la conquête, la violence. Bien sûr. Et ça, mais concrètement, cet enseignement de l'arabe, notamment, ce qui va se produire dans les banlieues, il n'y a pas que ça. C'est un nouveau pas vers dans l'islamisation de la France. Bien sûr. C'est une évidence. Cher Michel. Alors, nos auditeurs sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Gérard Marin, qui reçoit Claude Meunier-Berthelot, ancien professeur, et Christine Tazin, ancien professeur, présidente de Résistance républicaine, pour un sujet portant sur les nouveaux coups à l'école française. Ça y est, voilà. Eh oui. Alors, il y a quelques messages qui viennent d'arriver que je n'ai pas... Bon, alors, on va les lire avant d'en parler. Claude Meunier-Berthelot, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ben je voulais revenir. Effectivement, bon, ça fait partie bien sûr du sujet. C'est très intéressant ce que Christine Tazin dit parce qu'elle connaît bien le sujet. En effet, et oui, mais je voulais dire effectivement que il fallait absolument se mobiliser pour cette école parce que ou bien, si on laisse les choses aller comme ça, et donc, effectivement, comme dit Christine Tazin, donc on va vers l'islamisation de la France, et bon, on est noyé, ou bien on réagit, et on a quand même la capacité de réagir, parce que c'est quand même nous qui payons, déjà, pour cette éducation dite prioritaire, et donc, on a quand même un droit de regard là-dessus, et d'autre part, si vous voulez, le fait d'empêcher nos enfants de pouvoir être instruits comme il se doit est inadmissible dans notre pays. C'est absolument... mais hélas, il est déjà bien tard. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais quand on voit ce reportage photo dont j'ai parlé du Figaro Magazine de fin mai sur Saint-Denis, où les rues sont pleines de femmes en burqa, de femmes voilées de la tête aux pieds, où on ne voit que
des magasins avec des robes longues, où on ne voit que des magasins halal, on ne voit, et où on vous dit officiellement que le département est non seulement entre les mains des musulmans, mais de l'islam salafiste, c'est-à-dire d'un des courants les plus radicaux. Et n'oublions pas quand même que Saint-Denis, c'est le berceau de la France. Oui. Il y a la basilique royale, avec nos rois qui sont là. Et la maison de la Légion d'honneur. Et la maison de la Légion d'honneur. Et j'entendais l'autre jour une très très intéressante émission, je crois qu'elle était animée par Anne Brassier, qui recevait l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les enfances de Charlemagne ». Et cet auteur révélait qu'au temps de Charlemagne, et c'était des guerriers francs évidemment qui avaient recueilli la réflexion, les Sarrasins, écoutez ça parce que c'est inouï, les Sarrasins disaient à l'époque de Charlemagne, qui tient Saint-Denis, tient la France. C'est fou. Et quand on voit aujourd'hui Saint-Denis, aux mains des musulmans, le berceau de la France, aux mains des musulmans, voilà. Oui, mais ça, nos gouvernants nous ont mis dans une drôle de situation, ça c'est sûr, depuis 40 ans, 50 ans. Il faut absolument que les Français se réveillent. Comment? Je ne sais pas trop. Mais il faut y songer sérieusement. De toute façon, je pense qu'il faut déjà réagir massivement, refuser déjà, c'est inadmissible. Moi personnellement, si vous voulez, je trouve complètement inadmissible d'empêcher que les écoles hors contrat fonctionnent comme elles fonctionnent, dans la mesure où c'est très bon pour l'équilibre des enfants, bien pour leur développement intellectuel, et vraiment rien n'est justifié dans les motifs qui sont donnés. Mais en plus de ça, ils agissent d'une façon tout à fait déloyale, puisque aucun projet de texte n'a été transmis à la Fondation pour l'école. Ils n'ont transmis que des dossiers de presse, ils n'ont pas voulu transmettre le projet de décret, ils n'ont pas voulu transmettre non plus le projet d'amendement pour la loi d'habilitation pour pouvoir procéder par ordonnance. Donc, si vous voulez, Belkacem agit quand même en sous-main, sans référer, sans qu'il y ait un dialogue avec la Fondation pour l'école. Hors contrat, on enseigne à nos enfants les bons auteurs. Mais c'est ça ce qu'ils veulent pas. C'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Oui, je sais bien, l'histoire remise à l'endroit, comme notre ami Jean-Pierre Maugendre vient de m'envoyer, je l'en remercie d'ailleurs, un exemplaire d'un livre d'histoire que vient de publier récemment, je crois que c'est une association. La Fondation Aristote, oui. Ou Fondation Saint-Nicolas, oui, c'est ça. Enfin, sur une histoire de France qui dit la vérité. C'est l'histoire vraiment, contrairement à ce qu'on enseigne avec bien entendu la culpabilisation habituelle, enfin bon, les repentances, etc., etc. C'est-à-dire, ou alors on n'enseigne pas. Ils ont senti d'ailleurs le danger de la multiplication de ces écoles hors contrat. Bien sûr, c'est ça. D'ailleurs, ils le disent bien à différents endroits. Nous sommes inquiets de l'augmentation du nombre d'écoles hors contrat et d'instruction à domicile. Mais vous allez voir, l'instruction à domicile, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que là, c'est quand même très fort. On va rendre en attendant. Pardon, chers auditeurs. Alors nous allons lire les messages de nos auditeurs de Radio Courtoisie qui viennent d'arriver. Alors, une auditrice, comment se fait-il que la population ne se rende pas compte de la situation actuelle, que la situation actuelle est plus grave que l'occupation allemande, toute proportion gardée? Une auditrice. Oui, c'est sûr, parce qu'on pouvait espérer ce qui s'est produit, d'ailleurs, que les Allemands quitteraient un jour ou l'autre le territoire national occupé. Là, hélas... Et il y avait des forces à l'extérieur qui nous aidaient. Voilà. Alors que là, la remigration est hypothétique. Une auditrice, il n'est pas question d'assimiler ou d'intégrer les étrangers, mais de les expulser. Oui, on est bien d'accord, cher auditeur. On est bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement.
Un auditeur, bravo pour la chronique de Gérard Marin. Félicitations pour ses invités et félicitations aux invités elles-mêmes. Notre classe politique est nulle et je suis scandalisée quand je vois que la fausse droite et le FN préconisent un islam de France. Ils sont à côté de la plaque et que l'islam n'est pas la France. Bravo aux Anglais pour leur courage et leur lucidité. On a expliqué 100 fois à ce micro et chez d'autres patrons d'émission qu'il ne peut pas y avoir d'islam de France. Voilà, c'est incompatible avec la théocratie musulmane. L'islam, c'est l'islam, il n'y a pas d'islam de France. Comme l'a dit Christine Tazin, c'est la Oumma, la communauté universelle de l'islam. D'ailleurs, je vais encore répéter pour la 150e fois la réflexion du président de l'UOIF, proche des frères musulmans, à une réunion du Bourget où Nicolas Sarkozy, alors président de la République, les incitait à se conduire en bons citoyens de la République. Aux femmes, il leur disait pas de voile sur les photos, etc., etc. Et il finissait en disant, écoutez, je compte sur vous pour respecter la Constitution de la République. À ce moment-là, le président de l'UOIF s'est planté devant Sarkozy. Non, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. S'est planté devant Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et lui a dit les yeux dans les yeux, Monsieur le ministre, notre Constitution, c'est le Coran. Il a raison. Il a raison. Tout était dit. C'est vrai. Un auditeur de Radio Courtoisie, est-ce que ce que fait le gouvernement est légal ? La préférence nationale est légale. La préférence étrangère est illégale. Comment se fait-il que ce qui est illégal devienne légal, etc. L'Europe. Des constitutionnalistes pour montrer la forfaiture et haute trahison. C'est de la haute trahison. Un auditeur. Christine, vous ne devez pas. N'hésitez pas. On va vous redonner tout de suite la parole. Alors oui, je termine. Parce qu'elle doit. Oui, les messages. Alors, un auditeur, c'est l'école du crime que l'on introduit en France. Un autre auditeur, cher Monsieur Marin, votre éditorial est magnifique et vous avez aussi un message personnel. Et on demande de vos nouvelles. Et un auditeur, une école libre proche de mon domicile vient de subir une inspection inopinée. Elle n'a pas porté sur l'instruction proprement dite, mais sur les connaissances des valeurs républicaines par les maîtres et les élèves. Oui. Voilà. Alors, là, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, c'est arrivé par télécopie. Vous en faites un peu trop avec cette histoire d'arabe à l'école. Les enseignements de la langue et de culture d'origine, ELCO, concernent 9 pays. L'Algérie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. L'apprentissage d'une langue vivante sera possible dès le CP. Il peut s'agir de l'anglais, de l'allemand ou d'une des langues citées plus haut, dont l'arabe. Concrètement, Madame Belkacem a décidé de renforcer le contrôle pédagogique des intervenants étrangers afin que leur enseignement soit cadré par les professeurs des écoles qui ne sont bien souvent pas formés aux langues étrangères. Oh, tu m'étonnes. De plus, elle souhaite simplement rendre plus précoce l'apprentissage de la première langue vivante à l'école en la faisant démarrer au CP au lieu du CE1. Il ne s'agit pas non plus de l'imposer au détriment du français, qui sera bien sûr toujours enseigné, et elle sera choisie par les parents d'élèves. C'est le cabinet de Madame Belkacem qui a envoyé ça. Oui, c'est sûr. Chers auditeurs ou chères auditrices, en tout cas, vous faites rire nos invités, et je crois que si vous êtes sincères, vous faites preuve d'une très grande dose de naïveté. Voilà. Oh, de conneries. Oui. Bon, Christine, profitez si vous avez encore des choses à ajouter. Écoutez, je ne sais plus trop, je crois que j'ai dû dire à peu près l'essentiel, sauf en tout cas, si... c'était clair. C'était clair, c'était très clair. D'être clair. Je crois qu'il faut oser regarder
les réalités en face. Oui, c'est exactement Si on ça. avait regardé les réalités en face depuis 40 ou 50 ans, Mais je si pense nos que dirigeants avaient eu le courage d'ouvrir mais non, mais les c'est yeux, même nous n'en pas serions ça. pas là. Moi, je suis pas sûre que Non. ce soit de la lâcheté. C'est une volonté Bien politique. sûr, c'est délibéré. C'est délibéré. Alors ce sont des traîtres à la Ah, bah patrie oui. française. Oui, oui. bien. Appelons-les. Chère madame, après Aura avoir bien. passé un par un les amendements de la loi Langevin-Vallon, on passe à autre chose, là. Hein, les Langevin-Vallon, c'était pour casser l'éducation nationale Oui, c'est avec ça, la guerre. voilà. Là, on a trouvé un autre système. Voilà, c'est tout. exactement. Ouais, toute mon enfance a été bercée par la loi Langevin-Vallon. Oui, c'est oui. ça. Mais maintenant, ça y Merci, est. cher C'est Christine autre chose. Cassin. Le plan Langevin-Vallon a abouti. Eh ben, on Maintenant, passe c'est à autre fini, chose. alors on passe à autre Avec chose. résistance effectivement. républicaine. Voilà, tout à fait. Mais c'est ça. Et quand l'auditeur disait tout à l'heure qu'il y avait des problèmes par rapport à l'égalité, eh bien, nos gouvernants justifient le fait de faire un traitement spécial pour ces enfants-là parce que, soi-disant, les autres l'ont acquis avant même d'aller à l'école. Il faut quand même le faire, hein. Des petits génies. Ah oui, c'est des petits génies. On a des petits génies chez nous. On le voit hein. tous les jours dans les rues. Oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais c'est quand même Il y a assez d'autres messages, hallucinant. Michel? Non, non. Non. Bon, pourquoi ils sont sulfureux? Non, ah bon? Non. Alors. Ah, oui, bien sûr. Oui, tout à fait juste. Un auditeur qui nous dit, oui, c'est la taquilla. Préfère Madame la tequila. Belkacem pratique la taquilla. Préfère la tequila. Oui. Oui. Ah, oui. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Quel art de ruser, de cacher les choses, etc. C'est exactement ce qui se passe. Enfin, qu'on ait comme ministre de l'Éducation nationale quelqu'un qui ne soit pas d'origine française, déjà, c'est quand même une erreur fondamentale. Mais c'est pas une erreur, mais c'est une volonté Oui, j'entends politique. bien, j'entends bien. C'est une volonté politique. Joli, On quand est, même. on est, on Ah, elle est est charmante, gouverné elle est par des charmante. traîtres depuis voilà, des oui. décennies. C'est ça, c'est droite et gauche confondues. Il n'y a pas du tout Ah, nous à sommes faire de entièrement distinction d'accord. entre les deux. Pas du tout. Nous sommes De toute exactement... façon, c'est quand même pas qui nous amènerait jusque-là, malgré tout. C'est pas fini. Non, je pense pas, non. Les travaux Non, se non. poursuivent. Non, mais alors les inspections qui ont été faites ont, d'une façon inopinée, là, avec des brigades de 10 personnes dans des établissements hors contrat, je pense que c'était tout à fait illégal. Là, c'est quand même à remettre en cause parce que c'était pire finalement qu'une perquisition pénale, parce que Oui, bien sûr. ouvrir les casiers des enfants, etc. Enfin, c'est quand même assez c'est les méthodes incroyable. gestapistes, Ah oui, ça, oui. oui, Oui, exactement. Hein, donc, Absolument. Alors, nous allons voir objectivement comment les choses vont évoluer. Il faut attendre encore un petit peu. Et nous appellerons évidemment Anne Coffinier pour avoir ses réactions et voir comment on peut défendre l'école hors contrat. Oui, parce qu'effectivement, si vous voulez, les choses sont déjà prêtes. En fin de compte, d'ailleurs, Belkacem a bien dit que depuis 2014, ils avaient préparé les choses de façon à assurer le contrôle renforcé des écoles hors contrat. Et effectivement, maintenant, il y a eu 4 missions d'inspection générale qui ont été renforcées. Les inspecteurs sont prêts. Il y a des vadémécums pour les inspecteurs qui sont expérimentés, qui vont être généralisés à la rentrée 2016. Donc, si vous voulez, tout est prêt. Je veux dire, si vous voulez, là, il n'y a plus qu'à faire les textes. Et apparemment, si vous voulez, donc le projet de décret, ça veut dire que bon, les parlementaires n'auront évidemment pas droit de regard dessus. Si effectivement ils donnent une loi d'habilitation, s'ils votent une loi d'habilitation pour pouvoir statuer par ordonnance, ils n'auront pas non plus de droit de regard. Maintenant, Anne Coffinier, justement, je crois, a alerté les parlementaires pour qu'ils ne votent pas cette loi d'habilitation, les mettant en garde contre effectivement le 49.3, danger. peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais c'est pire que le 49.3 en oui, fait. Hein, c'est encore pire que la Non, mais si 49.3. l'interdiction des écoles hors contrat est décidée, quand on connaîtra très précisément les mesures qui doivent être prises contre elles, On le saura eh bien, cet été. il n'est pas exclu
que les Français descendent massivement dans la rue, comme ils l'ont fait en 1984, Mitterrand, pour défendre justement la liberté d'enseignement contre ce que Mitterrand appelait les écoles libres, le service public. C'est ça, voilà. Oui. Ouais. Et alors pour l'instruction à domicile, c'est encore pire si vous voulez, parce qu'ils ont prévu de déléguer des professeurs spécialement missionnés pour justement aider les parents. Soi-disant, si vous aider les parents à travailler, avoir les mêmes méthodes pédagogiques, le même contenu, et alors ils insistent toujours sur le fait que c'est simplement pour améliorer le dialogue avec les parents, mais qu'il faut pas du tout y voir une obligation de résultat. Ça revient en permanence dans les textes. Il ne faut pas du tout voir dans ce contrôle renforcé une obligation de résultat. Évidemment, si vous voulez, il ne suffit plus du tout dans le cas d'une école. Alors, il n'y a pas d'obligation de résultat. On se refuse à consulter le peuple français sur les décisions majeures. Il n'y a plus de démocratie en France, c'est une oligarchie. Il faut voir les choses en face, c'est que l'on glisse lentement, mais sûrement vers un État totalitaire. C'est une dictature. C'est une dictature parce que là, effectivement, comme on dit certains, une dictature soft. Je vais mettre 1 euro dans le cochon. Elle n'est pas tellement soft. Mais oui, maintenant, elle devient pas soft. Moi, je ne pense pas. Tout à l'heure, à la télévision, il fallait regarder M. Valls répondant aux députés. C'est Mussolini. Oui, c'est Mussolini. Ça fait déjà un moment qu'il fait mais là, ça s'arrange pas. Oui, parce que le système est aux abois, ils le savent très bien. Donc, ils deviennent méchants. Le petit Matador, c'est pas la première fois qu'il est très énervé. Particulièrement, Mais le problème, effectivement, pour changer de braquet, de toute façon, si vous voulez, il faudrait manifester pour plusieurs choses, en fin de compte. D'abord, manifester pour rendre l'école libre pour tout le monde. Parce qu'en fin de compte, vous avez beaucoup de parents qui scolarisent leurs enfants dans l'enseignement public parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr. Soit parce qu'ils ont des problèmes de moyens, parce que quand vous avez un enfant, 2 enfants encore, vous pouvez faire des sacrifices financiers. Quelquefois, si vous avez 3, 4 enfants, c'est vraiment pas possible. Ou alors, ce qui se rencontre également, moi je le vois très bien autour de moi, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas forcément une école hors contrat à proximité. Et il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y a quand même que 60 000 enfants scolarisés dans les écoles hors contrat. Donc, c'est la future finalement. élite. Et aujourd'hui, mais c'est ce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, les écoles dites libres, sont en fait et donc il faudrait très contrôlées et appliquent les programmes de l'éducation nationale, qu'elles soient catholiques, protestantes. Je ne sais pas dans les écoles juives si c'est la même chose, mais là on y va. Ce sont des écoles faussement libres. Oui. Faussement libres. Mais ce qu'il faudrait, c'est justement libérer même l'éducation nationale justement toujours, on revient toujours finalement sur la même chose, c'est-à-dire sur ce chèque éducation, permettre que chaque enfant puisse être scolarisé dans l'établissement du choix des parents et qu'il y ait une liberté totale de l'enseignement. Mais ça, c'est d'ailleurs, si vous voulez, je pense que c'est de toute façon cette disposition va de toute façon être contrecarrée sur le plan juridique, parce que cela contrevient d'une part la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et également au protocole complémentaire européen, qui signifie bien que les parents peuvent scolariser les enfants en fonction, doivent pouvoir scolariser leurs enfants en fonction de leurs convictions philosophiques et religieuses. C'est exprimé. Donc, si vous voulez, là, on nous ramène en permanence qu'il faut que la mission première, c'est de partager les valeurs de la République, mais elles sont définies nulle part. On se demande d'ailleurs quelles sont ces valeurs de la République. Alors, je vais vous le dire. Les valeurs de la France. Oui, les valeurs de la République, voilà, c'est ça, c'est elles ne sont définies nulle part, mais en fait, pour nos gouvernants, les 2 valeurs de la République, les 2 valeurs phares, c'est la laïcité et l'égalité. Voilà. Alors l'égalité, c'est-à-dire que ça amène à la lutte contre les discriminations, contre il faut égalité de sexe, égalité dans tous les domaines, si vous voulez. Avec la théorie du genre qui va venir se greffer. Et donc ce sont les 2 valeurs phares de ces messieurs dames, les valeurs de la République, c'est l'égalité et
et la laïcité qui est conçue comme une religion. C'est une religion. Vous vous souvenez les déclarations de Monsieur Payon sur sur la laïcité. J'ai dû apporter d'ailleurs, on peut le relire éventuellement, mais c'est absolument là il le dit bien, c'est une religion laïque et il faut extraire les enfants de tout déterminisme, familial, ethnique, social, etc., historique. Donc il faut faire l'homme nouveau. Ils sont toujours dans cette logique. Ils sont toujours dans cette logique révolutionnaire de l'homme nouveau. Et donc finalement, les Payon et autres, ce sont les hommes de la Révolution. Ce sont les hommes de la Révolution de 1780. Exactement. D'ailleurs, il l'avait bien dit. Payon avait dit la Révolution française n'est pas terminée, il faut l'achever. Oui. Et c'est ça. On est lui toujours dans cette. Il a quand même un frère qui est journaliste à La Croix. Monsieur Payon, son frère qui est journaliste au journal La Croix. Ah oui. Voilà, je dis ça au passage. Ouais. Oui. Bon, tout ça n'est pas réjouissant. Non, c'est ça, non, mais je pense que ce chèque enseignement là, qui est une très très bonne idée. Oui, alors c'est ça. Elle est au programme quand même d'un certain nombre de candidats à la présidentielle. Mais je sais pas desquels. Il y en a quelques-uns qui. Mais de toute façon, il faut arriver à ça, si vous voulez, parce que il faut. Le problème, c'est d'informer déjà. Je crois qu'il faut lire. Est-ce que le gros problème, c'est que les gens ne lisent pas suffisamment et ils ne savent pas. Moi, je sais que même le dernier livre que j'ai fait là, c'est l'identité française qu'on assassine. Je l'ai envoyé à des personnes qui sont pourtant engagées dans la politique, qui m'ont dit, écoutez, on savait qu'il y avait quelque chose, mais pas à ce point-là, quoi. Donc même des gens qui sont quand même informés. Tombent à la renverse. Voilà, c'est ça. Alors donc je crois qu'il faut lire aussi, il faut s'informer. Et donc moi je crois qu'il faut vraiment faire une action de masse pour aboutir d'une part à ce que tous nos enfants soient libérés du joug de l'éducation nationale, parce que là, si vous voulez, vraiment c'est une entreprise d'abrutissement, d'abêtissement de nos enfants. D'autre part, il faut effectivement que cette éducation dite prioritaire, il faut que ces enfants-là soient soumis au même régime que les nôtres. Il n'y a absolument aucune raison que ces enfants-là bénéficient d'un système qui nous coûte fort cher. Et d'autre part, il faut laisser effectivement se développer cette... Quand on voit les tristes résultats de l'éducation nationale... Alors c'est ce que dit Anne Coffinier, finalement, ce sont ceux qui obtiennent les moins bons résultats qui sont là pour contrôler les écoles hors contrat. Ça paraît quand même aberrant. Avec des effectifs absolument considérables. Comme dit notre ami Roger Hollande, l'éducation nationale, c'est l'armée rouge. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs, on revient là-dessus, si vous voulez. Ils n'ont plus l'objectif d'instruire, si vous voulez, c'est terminé. Bien sûr. Surtout pas. C'est ça, mais c'est ça, si vous voulez. Mais c'est grave pour nos enfants, si vous voulez, parce que, si vous voulez, d'une part, au niveau des connaissances, au niveau de la formation intellectuelle, mais également aussi au niveau de la construction de leur personnalité. Parce qu'en fin de compte, quand on a un travail à réaliser, quand on a effectivement un résultat à atteindre, on a un comportement vis-à-vis de ce travail, et on sait ce que c'est que l'effort, on sait ce que c'est que la réflexion, on sait ce que c'est que de faire effectivement des projections. Là, si vous voulez, tout est ludique, tout vient comme ça. Comment voulez-vous qu'après, par la suite, ils puissent s'intégrer dans le monde du travail avec toutes les obligations, avec toutes les contraintes? C'est absolument pas possible. Les parents s'intéressent pas beaucoup non plus à tout ça. Moi, je vois dans le grand centre scolaire à côté de chez moi, les réunions de parents d'élèves, il y a personne. Ou alors c'est des bobos qui sont aussi bobos que les profs et tout va très bien. Alors on démolit joint ensemble. Mais déjà, oui, c'est ça. Beaucoup de ces enfants qui sont déjà les parents, ce sont déjà les enfants du système. Oui, c'est les produits du système. C'est déjà les produits du système. En ne les instruisant pas convenablement, on démolit des enfants qui sont quand même l'avenir de la France. Voilà, c'est ça. C'est gravissime. C'est ça, mais ils seront plus faciles à gouverner. Voilà. À manipuler, à gouverner. Et c'est ce que cherchent d'ailleurs, on le sait très bien. Tous les dirigeants. Les mondialistes, c'est finalement de n'avoir que des troupeaux de voir nos enfants qui sont sous la coupe des consommateurs qu'on manipulera.